Mais qu'en serait-il si Einstein avait tort? Deux points. De nombreux physiciens ont eu une attaque cardiaque quand ils ont reçu une nouvelle venant de Genève, en Suisse, disant qu'Einstein pourrait avoir tort. Ça a fait un foin d'enfer dans la communauté des physiciens. Car tous les physiciens qu'il connaît avaient une position ferme sur ce sujet brûlant, car les théories d'Einstein sur la relativité sont les fondations de la physique moderne, jusque même à la physique concernant la théorie quantique. Rien ne peut ébranler la foi aveugle et pathétique des relativistes. Ils considèrent les dogmes relativistes comme des vérités irréfragables. Il y a bien quelques petits détails qui refusent d'entrer dans le sublime paradigme. Non licet esse. Ils ne peuvent pas exister. Les relativistes ne veulent pas entendre parler des expériences de Sagnac, d'Esclangon et d'Halley, et des résultats obtenus par Miller à l'interféromètre de Michelson. Mais l'incohérence la plus dramatique résulte de la vision discontinue de la mécanique quantique et de la vision mathématique continue de la relativité. Donc il faudrait retravailler tout ça si jamais la théorie de la relativité d'Einstein était fausse. Nous allons voir l'effet Sagnac. Alors considérons un cercle dans K, car repère inertiel, cercle immobile dans ce repère. Un cercle de rayon R. Sur la circonférence de ce cercle, on a un objet qui se déplace sur la circonférence avec une vitesse V, grand V. Il envoie cet objet, ce dispositif tournant, envoie un rayon lumineux, 1 le long du cercle, et un rayon lumineux 2 dans l'autre sens. Pour qu'ils suivent, que les rayons lumineux suivent le cercle, on peut utiliser différents dispositifs, par exemple des miroirs, donc au lieu d'avoir un cercle, on peut avoir un carré avec 4 miroirs, ou alors utiliser des fibres optiques, pour qu'ils suivent le bord du cercle. Lorsque les rayons lumineux font le tour, le rayon 2 fait le tour, le rayon 1 fait de même le tour, pendant le temps qu'ils font le tour, l'objet s'est déplacé. Par conséquent, le rayon 1 atteint l'objet en premier, et le deuxième a du retard et le rejoint un peu plus tard. C'est ce décalage qui est appelé l'effet Sagnac. La mesure de ce décalage entre les deux rayons lumineux, lorsqu'ils retournent au dispositif, permet de mesurer la vitesse de rotation de l'objet autour du cercle. Ce type de dispositif est utilisé en pratique. On appelle ça des gyromètres Sagnac, capables de déterminer. Le gyromètre indique si la position où il se trouve, s'il est en rotation, et on peut mesurer cette vitesse de rotation. Et ce type de dispositif est très précis. En application du théorème de Poincaré, le tourbillon se concentre dans un plan, qui est le plan principal des galaxies et le plan équatorial des étoiles et des planètes. De chaque côté de ce tourbillon équatorial, le milieu de l'espace se condense aussi, en sorte que des tourbillons doivent apparaître, et ainsi de suite jusqu'au pôle. Les zones ainsi formées sont séparées par des cônes tourbillonnaires, donnant aux zones des rotations inverses alternées. C'est ce qui explique l'apparence zonale des planètes. Le milieu de l'espace entraîne en rotation les gaz qui entourent les planètes. C'est le cas pour Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les zones formées par ces gaz provoquent elles-mêmes, par frottement, des tourbillons de gaz à leur interface, comme on le voit jusqu'au pôle de Jupiter. Les courants océaniques de la Terre ont également une nature nettement zonale. Le phénomène est également indiscutable pour les vents terrestres, bien qu'il soit moins évident. La rotation du Soleil sur lui-même est essentiellement zonale. Bien plus, les faibles inclinaisons des trajectoires des comètes, rapportées au plan équatorial du Soleil, ont une répartition nettement zonale. Alors, voyons une analyse classique, qui d'ailleurs est correcte en relativité. Les rayons 1 et 2 mettent un temps T1 et T2 pour rejoindre l'objet. Et ils parcourent, le long du cercle, une distance delta L1 et delta L2. Le rayon 1, alors à la rencontre de l'objet, on a CT1, c'est la vitesse de la lumière bien sûr, est égal à 2 pi r, le rayon du cercle, moins delta L1. Et de même, et alors cela donne un temps T1 égal à, delta L1, c'est simplement la vitesse angulaire
fois T1. Excusez-moi, delta L1 et 2, c'est la distance parcourue par l'objet lorsqu'il est rejoint par le rayon lumineux. La vitesse angulaire de l'objet est oméga, liée à V, bien entendu, et la distance qu'il parcourt, c'est oméga RT1. Et donc la distance parcourue par la lumière, c'est T1, c'est le diamètre du cercle, c'est le circonférence du cercle, moins la distance parcourue par l'objet. Et donc on en tire que T1 égale 2πr sur C plus oméga R. De même, l'autre rayon, l'autre lumineux, lui doit rattraper l'objet. Et donc on a CT2, la distance qu'il parcourt, et la circonférence du cercle de Pierre, plus delta L2, la distance parcourue par l'objet avant qu'il ne le rattrape. Et donc T2 égale 2πr sur C moins oméga R. Alors T2 est plus grand que T1, donc le décalage entre les temps d'arrivée des deux signaux est donné par la différence des deux. On obtient 4pi oméga R carré sur C carré moins oméga carré R carré. Contrairement à des corpuscules, les ondes dans les milieux peuvent se diviser en deux trains d'ondes et interférer. On obtient aussi des interférences avec des électrons, des molécules carbone 60 et même avec des grosses molécules organiques. Contrairement aux vagues générées ici dans l'eau, ces électrons et ces molécules se déplacent à des vitesses très faibles par rapport à la célérité de la lumière. En conséquence, les ondes qu'ils forment, en se déplaçant dans le milieu de l'espace, les précèdent. Elles interfèrent et provoquent une répartition de ces éléments dans l'espace situé après les fentes. Les zones de haute pression poussent les électrons, les atomes et les molécules vers les basses pressions, qui restent alignés dans la direction des bandes qui se forment sur le dispositif de réception. Dans les dispositifs classiques, tels que les gyromètres, les vitesses de rotation V sont petites par rapport à la vitesse de la lumière. Ça peut aller de quelques kilomètres heure à quelques milliers de kilomètres heure. Donc V est petit par rapport à C, oméga est petit par rapport à C, et donc on obtient environ 4 oméga pi R carré sur C carré. C'est ce type de relation qui est utilisé dans les gyromètres Sagnac. Le gyromètre mesure delta T et permet de déterminer ainsi la mesure angulaire grâce à cette relation. Ce type de dispositif est utilisé dans des appareils mobiles, pas souvent des voitures où là il n'y a pas trop de problème pour savoir si elles tournent ou pas, mais dans des dispositifs qui manquent de point de référence, donc des dispositifs volants tels que des avions ou des drones. Tout ça est bon en relativité, mais en relativité, on voudrait considérer le repère K' lié à l'objet. Ce n'est pas facile parce que l'objet tourne. Il ne garde pas une vitesse constante. Le vecteur, la grandeur de la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse change au cours du temps. Il y a une accélération centripète. Donc le référentiel de l'objet est non inertiel. Donc c'est délicat. Si on considère un intervalle de temps très petit, dt, infinitésimal, alors pendant cet intervalle de temps infinitésimal, la vitesse est constante. Même valeur et même direction. L'intervalle de temps infinitésimal, bien entendu. Et donc on peut considérer, pendant une fraction de seconde, on peut considérer que le repère est inertiel. Et donc, avec une vitesse v. Et donc, il y a une dilatation du temps dans le repère K'. Ce qui veut dire qu'on aura un delta t' légèrement différent de delta t. Mais c'est pas ça qui pose les difficultés. On ira plus loin dans l'analyse après avoir analysé un certain nombre de choses. Notamment des difficultés, on verra, elles surgissent avec le paradoxe de Céleri et d'autres phénomènes de ce genre. Quand on observera mieux les difficultés et les propriétés de ce référentiel accéléré, on pourra alors mieux comprendre ce qui se passe. Si, dans les fluides visqueux, les ondes se propagent en se dispersant, il n'en va pas de même dans un milieu constitué de particules de forme simple. Dans les fluides, la dispersion des ondes
provient de la forme complexe des molécules. Dans l'air, le son est déjà beaucoup plus directionnel. Avec un porte-voix, on concentre les ondes sonores. Dans le milieu de l'espace, les vibrations d'un électron provoquent deux trains d'ondes symétriques dont les surfaces transversales restent invariables sur de très grandes distances si les particules du milieu de l'espace sont des sphères très régulières. Dans cette condition, elles n'entraînent pas leurs voisines. De tels trains d'ondes peuvent donc avoir des effets analogues à un corpuscule. C'est le cas de l'effet photoélectrique. Nous allons nous poser la question de la synchronisation des horloges avec la méthode d'Einstein pour un repère inertial. Et la question qui se pose ici pour un repère tournant, que se passe-t-il du point de vue de la synchronisation? Bon, alors, l'effet Sagnac, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience que je vous mets dans le descriptif en dessous. Ça prouve l'existence de l'éther. C'est un effet, Sagnac il a fait son expérience, vous verrez les petites billes, les petites boules qui... On voit qu'il y en a une qui est déviée, donc il prouve l'existence de l'éther. Ensuite, je vous mets l'expérience de Michelson et Morley. Ils ont essayé de mesurer la rotation de la Terre. Bon. On a à l'époque qualifié cette expérience d'un échec parce qu'ils n'avaient rien détecté. Bon, mais quand on ne détecte rien, c'est pas un échec. L'expérience a réussi et ça veut dire qu'on n'a rien détecté. Donc Einstein y a été un peu vite en disant que si on ne détectait rien, c'est que l'éther n'existait pas. Et il a affirmé gratuitement que c'était du vide et que dans l'espace il y avait du vide sans en apporter la preuve. Ce qu'il se produit quand on fait tourner une sphère et qu'on tourne son regard tantôt vers un des pôles de cette sphère et tantôt vers l'autre pôle. On a remarqué avec cette démonstration que bien que la sphère tourne toujours dans le même sens, elle tournera dans le sens des aiguilles d'une montre quand nous regarderons en direction d'un pôle et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en regardant vers l'autre pôle. En gros, c'est exactement ce qui se passe quand on regarde le ciel nocturne, qu'on dirige son regard soit vers Polaris, qui est donc le pôle céleste nord, ou la croix du sud, si on peut la voir, qui est le pôle céleste sud. Donc il semble tout à fait possible, et même probable, que notre ciel soit une sphère. En tout cas, ça fonctionne. J'ai ensuite trouvé cette excellente animation qui exprime encore mieux ce que j'ai voulu montrer, c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. C'est une animation qui vient d'une chaîne pédagogique, je pense. Une chaîne qui n'est pas géocentriste, qui n'est pas platiste, qui est une chaîne d'éducation tout à fait consensuelle. Ça montre tout à fait que dans notre observation du ciel nocturne, tout se passe exactement comme si la Terre était plate, un disque plat, inclus dans une sphère céleste. Donc effectivement, l'expérience de Michelson et Morley, seule, ça ne prouve rien, parce qu'il est possible que l'éther n'existe pas. C'est pourquoi il faut la jumeler avec l'effet Sagnac qui prouve que l'éther existe. Ça veut donc dire que l'hypothèse de Einstein de supprimer l'éther et de remplacer par le vide, elle est fausse, puisque Sagnac a prouvé que l'éther existait. Ça veut tout simplement dire que le système de l'expérience Michelson-Morley a donné la preuve qu'on est sur un système stationnaire, puisque le système Michelson-Morley n'a détecté aucun mouvement. L'introduction du moment cinétique angulaire des particules de l'espace a une intéressante conséquence. Lors du choc de deux de ces particules, la quantité de mouvement se transmet selon les lois de Descartes. Cette transmission se produit par déformation élastique des particules de l'espace. La déformation élastique des particules de l'espace empêche le glissement des particules l'une sur l'autre par suite de l'aplatissement des parties en contact. Lors des oscillations des électrons, ils transmettent leur quantité de mouvement aux particules de l'espace, mais aussi leur moment cinétique. Les moments cinétiques ne peuvent se transmettre que transversalement. Chaque train d'onde est donc polarisé dans l'orientation du moment cinétique angulaire des électrons émetteurs. L'expérience d'Orsay, dite aussi expérience d'aspect, ne pose donc aucun problème. L'état de polarisation est évidemment le même pour les deux trains d'onde symétriques émis par les vibrations des électrons. Il n'y a pas besoin de l'intrication quantique. On peut observer la polarisation du bleu du ciel dans la direction opposée au Soleil et la double polarisation de la couche K du Soleil avec ce tube à diaphragme instrumenté. Voilà, donc là je suis à 103 volts, ici en consommation on a 280 watts. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer c'est par rapport à la fréquence. Donc là je vais baisser la fréquence pas mal. Je baisse la fréquence à 100 kHz. À 100 kHz, donc je suis à 250 watts. Donc je
vais monter un peu la fréquence. Là, je suis à 150 kHz, j'ai 180 watts. Alors, quand on atteint 159 kHz ici, on entend un bruit. Ce bruit, c'est en fait la ionisation de l'effet Corona qui est là-bas. Je vous montre après. Donc voilà, je suis à 160 kg et 620 Hz. Là, la consommation, par contre, je suis à 980 watts. Donc j'ai toujours 100 volts en alternatif. Et voilà le résultat, il est là-bas. Donc là, c'est juste une vis qui sort. Voilà, donc je vais monter en tension. Voilà, donc là, j'arrive à avoir sur 10 cm en grand maximum, en fait, en sortant de la vis. La nature électromagnétique de la lumière est un pur postulat de Maxwell. Hertz découvrit les ondes émises par un circuit électrique en 1887. Or, il constata que ces ondes se propagent à la vitesse de la lumière. Maxwell en déduisit fort justement que toutes ces ondes sont de même nature. Mais par malheur, il supposa de manière totalement arbitraire que la lumière est donc électromagnétique en elle-même. Il en donna les équations dites de Maxwell-Hertz. Le but des positivistes, et donc le but de Maxwell, était de trouver des équations mathématiques pour tous les phénomènes de la nature. Le problème semblait donc résolu. Seulement une grave difficulté est survenue. Les équations de Maxwell-Hertz sont basées sur la conviction que les champs magnétiques résulteraient du mouvement des électrons. Ces équations ne sont donc pas invariantes dans un changement de repère galiléen. Enfin, le truc, c'est que là, il nous montrait quelque chose qui mettait Einstein en porte-à-faux, peut-être, quand même, dans ce film. Eh bien donc, ce genre de scénario pourrait être possible si la vitesse de la lumière n'était pas aussi tellement spéciale et que donc des particules pourraient la dépasser, sans compter le fait qu'il nous faudrait alors recalibrer. Tout recalibrer, ça signifie revoir l'âge de l'univers, l'âge des étoiles, la distance qu'il y a jusqu'à une autre étoile. Les structures de base de l'électronique moderne doivent être changées, les GPS doivent être changés, les armes nucléaires aussi. Petit encart, vous avez entendu parler de cette soi-disant théorie du complot, comme quoi en fait il n'y aurait pas vraiment d'armes nucléaires, que les bombes d'Hiroshima et Nagasaki étaient plutôt des bombes incendiaires, et qu'en fait il y a moyen d'obtenir des explosions magnifiques lorsqu'on s'intéresse à la théorie de la musique des sphères, et qu'on prend en compte la position sur Terre où la bombe, où l'explosion doit avoir lieu, en même temps que la position de cette explosion par rapport au système Terre-Soleil et à d'autres coordonnées spatiales qui, lorsqu'elles rentrent en harmonie, enfin lorsque les distances rentrent en harmonie ou les angles rentrent en harmonie particulière les uns avec les autres, peuvent développer des explosions excessivement supérieures à ce qui serait arrivé sinon. Dans l'expérience de Sagnac, le disque portant le miroir tourne par rapport au milieu de l'espace et la rotation peut être détectée. C'est le principe des gyrolasers installés sur tous les avions. Aucune explication de l'expérience de Sagnac par la relativité générale n'a été trouvée à ce jour. Cependant, la théorie de la relativité restreinte est une approximation de la relativité générale lorsque les champs sont très faibles. La relativité restreinte devrait donc pouvoir expliquer l'expérience de Sagnac pour les très faibles vitesses de rotation. Les gyrolasers peuvent détecter des vitesses inférieures au centième de degré par heure. D'ailleurs, la théorie de la relativité restreinte est utilisée pour expliquer l'expérience de Michelson. Or, le professeur Sellery a démontré que la théorie de la relativité restreinte ne peut pas expliquer l'expérience de Sagnac. La vitesse de la lumière est la moyenne quadratique des vitesses d'agitation des particules de l'espace. La vitesse de la lumière n'est pas absolue. Il n'y a pas d'absolu dans le monde expérimental. La vitesse de condensation du milieu de l'espace est toujours largement inférieure à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de trou noir. Les ondes dites gravitationnelles sont aussi des ondes du milieu de l'espace. Comme toutes les ondes de ce milieu, elles se propagent à la vitesse de la lumière. Les ondes gravitationnelles sont émises par les mouvements des astres à des fréquences extrêmement basses, inférieures à 300 Hz, en même temps que des ondes lumineuses qui dépassent des fréquences de 4 puissance 14 Hz. Enfin, la déviation de la lumière par le Soleil est un fait remarquable. Quelques phénomènes
relatifs à la lumière et à la gravitation, se trouve expliqué de manière assez simple par le milieu de l'espace et les particules de l'espace qui le remplissent. Mais le mystère reste entier pour les champs électriques et les champs magnétiques. De même, aucune explication n'est apportée au problème des innombrables particules. De plus, il reste à expliquer les multiples conséquences de cette nouvelle approche. Comment se maintient la pression du milieu de l'espace? Jusqu'où s'étend le milieu de l'espace? De quoi sont composées les particules du milieu de l'espace? Le mythe de Sisyphe s'applique parfaitement à l'épistémologie. Tout est toujours à recommencer. Bah, donc en fait c'est l'effet Corona qui donc ça allume toujours la lampe en haut. On peut voir la lampe là-haut. Voilà. Donc là j'ai 120 volts, je suis à 160 kg 620 par là. Voilà. Et en puissance je suis à 1500 watts quand même. Donc là ça envoie pas mal. Voilà. Donc si je continue à monter en fréquence, ça tombe. Donc là je suis, j'ai envoyé au pif 180 kg, voilà. À 180 kg je suis retombé en puissance absorbée là. À 280 watts, c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure, en fréquence plus basse. Voilà, je suis à 135 volts. Et voilà, donc il n'y a plus rien. Donc en fait, ça c'est juste pour montrer la différence avec les fréquences. Donc pareil, je fais pareil dans l'autre sens. Donc là je suis à 180 kg. J'ai passé la fréquence de résonance, je redescends à 150 kHz. Voilà. Donc j'ai 150 kHz. Et en puissance absorbée, 350 watts. Voilà, donc là en fait je baisse en fréquence, ça augmente la consommation parce que le primaire c'est juste en fait une inductance. Donc si on baisse la fréquence, forcément ça diminue l'impédance du primaire. Et donc voilà. En plus là on voit que ça commence à s'allumer, que le néon commence à s'allumer parce que on commence à taper dans la fréquence de résonance. Voilà, donc si je monte on n'est pas loin. Donc plus on se rapproche de la fréquence de résonance, et puis on a l'effet qui arrive. Voilà. Donc là on est au maximum à peu près, et puis ensuite on continue la fréquence, on rediminue jusqu'à perdre le rayonnement. Voilà. Donc là je suis à 160 kg à peu près en résonance. Voilà, c'est assez sympa. Voilà. Par contre j'ai une consommation qui est quand même 1500 watts. Voilà, et puis l'amplificateur il chauffe quand même, il chauffe aussi pas mal. Voilà. Il y a un moyen de vérifier de manière simple que le mouvement des électrons ne peut pas être la cause du champ magnétique des courants électriques. Le champ magnétique d'un conducteur, traversé par un courant de 0 à 2,5 ampères, en rotation à 260 tours par seconde, est mesuré par des bobines d'induction. Le champ dans le conducteur en rotation, à près de 260 tours par seconde, est environ 10 fois plus élevé que le champ d'un courant identique passant dans le conducteur immobile. Il s'agit d'un phénomène de précession des électrons, qui ont nécessairement un champ magnétique rotationnel. C'est ce phénomène qui est la cause de l'augmentation très importante du champ magnétique du conducteur en rotation. Le champ rotationnel des électrons est la seule cause du champ magnétique des courants électriques. À vrai dire, les scientifiques savent depuis longtemps que les faisceaux d'électrons, de protons ou d'ions, des cyclotrons, n'ont pas de champ magnétique, bien qu'ils se déplacent à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Ces éléments sont mis en rotation dès la sortie du canon émetteur. Leur champ magnétique intrinsèque reste aligné, le cas échéant, dans la direction donnée par le canon. Mais comme ces éléments tournent, le faisceau lui-même n'a plus de champ magnétique mesurable, comme dans l'expérience du tube cathodique. Dans les années 50, on a rêvé de produire de l'électricité sans alternateur en faisant s'écouler à grande vitesse un fluide ionisé dans un circuit circulaire, la magnéto-hydrodynamique. C'est l'équivalent d'une spire traversée par un courant. Or, cette spire n'a pas de champ magnétique. Ce sont là encore des preuves objectives et parfaitement connues que les champs magnétiques ne peuvent pas résulter du mouvement des électrons et des charges en général. La vitesse ne joue aucun rôle dans les phénomènes électromagnétiques. Le problème de la relativité ne se pose donc en aucune manière. Donc ça, c'est un modèle qui est construit à partir de l'observation, ce n'est pas une théorie. Alors pourquoi une chaîne globiste, comme disent les platistes? Pourquoi des héliocentristes ou simplement des tenants de la théorie consensuelle nous montreraient un modèle avec une Terre plate incluse dans une sphère céleste?
Ou comment est-il possible que des tenants de la théorie actuelle, celle qu'on nous enseigne à l'école, utilisent un référentiel géocentrique? Dans l'article Géocentrisme sur Wikipédia, vous allez trouver un paragraphe sur le géocentrisme en tant qu'il est utilisé aujourd'hui encore comme référentiel, y compris par les coperniciens, les newtoniens, les einsteiniens. Ce qu'on comprend à la lecture de ce paragraphe sur le géocentrisme aujourd'hui, et ce dont on se rend compte en faisant des recherches du point de vue pratique sur les usages pratiques des référentiels, quand on va chercher du côté de la navigation maritime, quand on va chercher du côté du pilotage aérien, quand on va chercher du côté de l'ingénierie de grandes œuvres comme des ponts, eh bien on se rend compte tout simplement que le référentiel utilisé est le référentiel d'une Terre plate et fixe. Pourtant, quelque temps avant que la relativité ait pu donner l'illusion de régler un problème qui n'existait pas, les mêmes relations de base, les formules de Lorentz, avaient permis d'expliquer l'apparente impossibilité de mettre en évidence le déplacement de la Terre autour du Soleil par la très fameuse expérience de Michelson. C'était une coïncidence très convaincante, il faut bien l'avouer. Pourtant, des vitesses allant jusqu'à 9 km par seconde ont été mesurées. Les mesures auraient été influencées par la température. Cependant, le professeur Halley a trouvé des corrélations aux positions respectives de la Terre, du Soleil et de la Lune. Ce n'est donc pas dû à la température. Bien sûr, ce n'est pas la vitesse de la Terre autour du Soleil à 30 km par seconde. C'est quand même un déplacement uniforme, ce qui est totalement contraire à la théorie de la relativité et qu'il faudra bien expliquer un jour. Malheureusement pour les relativistes, en renonçant aux absurdes équations de Maxwell, tout prend une autre dimension. En renonçant à postuler que la lumière serait électromagnétique en elle-même, on revient à la possibilité d'un milieu dans l'espace portant les ondes telles que la lumière. C'est donc que Descartes avait raison. La gravitation et la lumière sont portées par un même milieu. C'est la fameuse théorie des tourbillons. Avant d'entrer dans le détail, il convient de rappeler que la théorie de Descartes explique les expériences de Michelson et de Sagnac de manière parfaitement évidente. Le plus remarquable est que Descartes avait prévu la déviation de la lumière par le Soleil. Donc ça, c'est dans un plan, au niveau de la Terre. Le GPS, ça fonctionne en 3 dimensions, c'est-à-dire, pour nous, on s'en rend pas trop compte dans une voiture, parce qu'on a l'impression d'être toujours sur un plan, mais il y a des différences de niveau. Il va falloir corriger, et ça se retrouve par exemple très clairement dans les avions. Un avion qui va faire son point GPS, le satellite ne sait pas à quelle altitude est l'avion. Pour faire le point d'intersection théorique, il faut 3 satellites. 2 pour un plan, mais pour le GPS, 3, parce que en 3 dimensions dans l'espace. 3 satellites. Et malgré tout, il y avait un problème de synchronisation. C'est-à-dire que les incertitudes pour arriver effectivement à localiser une personne étaient immenses. Donc on a commencé à changer les horloges qui étaient à l'intérieur, donc déjà ça a amélioré, mais il y avait encore beaucoup trop d'incertitudes. Il y avait parmi les tenants de la relativité qui disaient mais oui, mais c'est parce qu'on ne prend pas en compte les effets relativistes. L'effet relativiste qui vaut entre des repères inertiels qui se déplacent en translation de manière uniforme, mais qui par extension pourrait s'appliquer à des mouvements en rotation. C'est ce qui a été fait, et effectivement, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que la précision a été améliorée sur des satellites tests, mais sans que cela règle tout. Il a encore fallu travailler pour corriger là-dessus. C'est à partir de cette phase expérimentale que l'on dit sans relativité, pas de GPS. Et malgré tout, on en utilise 4. Donc ce 4e point, c'est un peu le 3e phare, c'est tout simplement pour gérer l'incertitude, c'est-à-dire arriver à délimiter, et c'est ainsi qu'on vous dira, vous êtes à cet endroit à plus ou moins 10 cm, plus ou moins 20 cm près. Alors, l'explication officielle n'est pas tout à fait ça c'est un peu mon image. L'explication officielle, c'est que le 4e satellite sert à donner l'heure. Il sert à synchroniser les 3 autres satellites et votre téléphone. Bon, j'ai un peu l'impression qu'on dit la même chose, de manière clairement différente, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus du tout question de relativité. C'est-à-dire que les satellites sont synchronisés en permanence et il n'y a plus aucune équation de relativité dans votre GPS. Alors, ça c'est pour la première des preuves absolument irréfutables, effectivement, sur lesquelles on peut se poser des questions. La deuxième, c'est la preuve par les muons. C'est-à-dire qu'on va vous tenir tout un baratin sur la théorie cosmologique, mais que dans la pratique, on fait comme si elle était plate et fixe. Voici ce qu'on nous dit. Le référentiel terrestre suffit pour la plupart des expériences courantes. En réalité, ce n'est pas la plupart, mais toutes nos observations, toutes nos applications. Quelle est la solution du problème? Eh bien, la solution du problème, c'est de trouver que l'erreur a été commise. Le professeur Pound et
lui et l'expérience fameuse Porn-Repka. Et donc, il y a des erreurs systématiques qui peuvent s'introduire dans les calculs les plus fins. Il y a des gens qui pensent avoir trouvé l'erreur quant à l'expérience entre le CERN et l'Italie. Ils se demandent si la distance est vraiment de 454 miles. Donc, ils utilisent un GPS. Mais le GPS utilise la relativité. Et donc, certains physiciens ont dit qu'ils avaient mal calibré la distance entre le capteur et le satellite. Et du satellite, retour à l'Italie pour faire cette triangulation. Et donc, une des jambes du triangle était bancale. Certains défenseurs du géocentrisme soulignent que selon les problèmes considérés, les physiciens peuvent considérer la Terre comme immobile. Pour expliquer ce phénomène étrange, qu'on considère que la Terre est plate et fixe pour tous nos calculs, dans la pratique, alors que la théorie est totalement différente. C'est-à-dire qu'on utilise un référentiel géocentrique tout en refusant le géocentrisme, ce qui est tout de même incroyable. Tout comme pour la gravité, on considère qu'elle existe, mais qu'elle est négligeable, alors on l'enlève de tous nos calculs. Dès qu'il s'agit d'applications pratiques, je lis, en fait, la plupart des calculs de trajectoire d'un objet à la surface de la Terre peuvent même se faire en supposant que la Terre est plate. C'est le même phénomène avec la sphère céleste. Alors, pour ceux qui auraient pu faire de la navigation, je voudrais un peu rappeler comment marchait la navigation avant le GPS, quand on faisait le point, c'est-à-dire c'est tout simplement on utilisait l'agonio. L'agonio, c'est des ondes radio émises par des phares, et pour savoir où on était, donc on regardait sur une carte, on regardait où était un phare, on tirait une droite sur la carte, on regardait où était l'autre phare, et on tirait une autre droite sur la carte, et de là, on était à l'intersection. Mais les vieux loups de mer disaient non, mais ça c'est de la théorie, ton point il est incertain, la mer ça bouge, enfin toujours des sources d'erreur. Donc tu vas prendre un troisième phare et tu traces la droite, et effectivement la troisième droite ne coupait pas à l'intersection des deux premiers. C'est toujours un peu à côté, et ça dessinait tout simplement un petit triangle, ce qu'on appelait le triangle d'incertitude. Donc selon la taille du triangle, on disait, ah bah oui là c'est bien, ça a l'air d'à peu près coïncider, on est précis à quelques centaines de mètres, ou quelques milliers de mètres si on était en pleine mer, ça va bien, et puis si on était à plusieurs kilomètres d'incertitude, il fallait recommencer. La lumière est portée par ce même milieu. L'expérience de Michelson ne peut donc pas mettre en évidence le mouvement de la Terre autour du Soleil. Elle utilise la lumière elle-même entraînée par le tourbillon du Soleil. Le professeur Halley a analysé les mesures de Miller à l'interféromètre de Michelson. Il a démontré qu'elles sont corrélées aux positions respectives de la Terre, du Soleil et de la Lune. Donc ce qu'ils ont trouvé, c'est que si vous preniez un jet de neutrinos depuis une production de neutrinos, donc on va dire, je pense que c'est le CERN à Genève, que vous envoyez ce jet de neutrinos depuis la Suisse jusqu'en Italie, sur une distance de 545 miles, ce qui doit faire 700 km. Bon, en fait, c'est 454 miles. C'est pas très grave. Donc, les neutrinos vont dépasser un rayon de lumière d'une distance de 60 pieds, une vingtaine de mètres. Donc, 20 mètres sur 454 miles, c'est négligeable, va-t-on dire. Mais pour un physicien, c'est la fin du monde. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui a été plus vite que la lumière. Ça signifie que toutes les fondations de la physique moderne doivent être remises en question. C'est que M. Michio Kaku qui dit ça, hein, qu'on adule, hein, qu'on place sur les hauts podiums, là, qu'on paye une fortune à faire des discours de 4 heures qui tiennent sur rien dans le vide à propos de faux préceptes de base, ce qui fait après que les gens sont obligés d'inventer des positions, pas des positions dans l'univers, pas dans l'univers. Ah oui, ce que je veux dire, ils sont obligés Ah, vous n'avez pas des sous là parce qu'on a encore besoin de 20 millions pour de nouvelles expériences à la recherche de la plus petite particule, dans le genre en quart. Donc en fait, ils touchent ces millions, ils ne cherchent pas vraiment cette particule, puisqu'a priori, ils savent quand même, ils se rendent compte. Donc ils font autre chose au CERN. C'est possible qu'ils fassent autre chose au CERN. La matière est pratiquement vide. Pour les particules de l'espace, ce n'est pas même une passoire. Les noyaux n'occupent que la 10 à la 100 millième partie des atomes. Pourtant, les courants qui pourraient animer le milieu de l'espace provoqueraient une traînée sur les noyaux des atomes. Pour simplifier, les frottements dans le milieu de l'espace sont négligés. C'est un fluide parfait, et donc sans traînée fluide. C'est le paradoxe de D'Alembert. Mais il porte des ondes. C'est aussi un gaz parfait. Or, il y a une traînée de pression dans les gaz parfaits. En effet, la vitesse de ces courants du milieu de l'espace s'ajoute à la vitesse d'agitation des particules de l'espace sur la surface avant des noyaux des atomes et se retranche à l'arrière. Il y a donc surpression d'un côté et dépression de l'autre, qui s'ajoute
puisqu'elle concerne les surfaces opposées des noyaux des atomes. Pour que de tels courants puissent provoquer un mouvement des corps les uns vers les autres, il faut de toute évidence qu'ils se dirigent vers la matière. Les noyaux des atomes, et donc probablement les particules élémentaires, doivent donc absorber, ou mieux condenser les particules de l'espace. Le milieu de l'espace est donc animé de flux dirigés vers les noyaux des atomes et donc vers la matière. Or, la loi des flux est mathématique. Si le milieu de l'espace n'est pas compressible, alors la vitesse des particules de l'espace dans ces flux est inversement proportionnelle au carré de la distance aux corps dans lesquels elles se condensent. Le flux de condensation du milieu de l'espace est proportionnel à la surface extérieure des noyaux des atomes. Pour qu'il soit proportionnel à leur masse, il suffit que les noyaux des atomes soient des bulles et non des boules pleines. Il faut aussi que l'épaisseur de ces bulles soit la même pour tous les atomes. Ce n'est pas exactement le cas. L'épaisseur varie très légèrement. C'est ce qui explique le défaut de masse dont l'ordre de grandeur est de 10 puissance moins 24 grammes. C'est aussi l'ordre de grandeur de l'écart entre la masse inerte et la masse pesante. La traînée qui vient d'être évoquée est proportionnelle à la surface apparente des noyaux des atomes. Or, la surface totale d'une bulle est proportionnelle au carré de son rayon, et donc également à sa surface apparente. Puisque, comme nous venons de le voir, la masse du noyau est proportionnelle à sa surface apparente, la traînée des flux de condensation du milieu de l'espace est proportionnelle à la masse des noyaux d'atomes. C'est très exactement la loi de Newton. On observe réellement une sphère céleste autour de la Terre, mais on va vous dire que c'est une sphère imaginaire. C'est pourtant tiré de nos observations réelles. C'est comme si on nous disait « L'eau ne mouille pas, mais on va faire une expérience imaginaire en imaginant qu'elle mouille parce que c'est plus pratique pour nos expériences quotidiennes de dire qu'elle mouille, mais en fait elle ne mouille pas, elle est sèche. Regardez la théorie, regardez les formules mathématiques qui prouvent qu'elle est sèche. » Pour résumer, on nous dit que la gravité existe, mais on n'en tient pas compte dans nos œuvres d'ingénierie ou pour toute nécessité pratique du quotidien. On nous dit que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, mais on utilise le concept de sphère céleste, le concept géocentrique de sphère céleste pour nos observations et toutes les applications pratiques. En conclusion, on se prétend newtonien, copernicien, einsteinien sur le papier, mais dès qu'il s'agit de passer à la pratique, alors on considère que la Terre est plate et fixe. Si je vous dis par exemple, vous avez un thermomètre dehors, ça indique 0, vous dites que le thermomètre n'indique rien, ça veut dire que la température n'existe pas ou que le thermomètre n'existe pas. C'est stupide, c'est pourtant ce qu'a fait Einstein. Enfin, il n'est pas si stupide que ça. Il a voulu amener les conclusions dans son sens pour valider sa théorie de la relativité sur ce point-là. Si je vous dis un compteur Geiger qui détecte la radioactivité, vous vérifiez d'abord qu'il fonctionne avec quelque chose de radioactif, ensuite, donc il fonctionne, vous le mettez dans une pièce et il détecte 0 radioactivité. La conclusion d'Einstein, par rapport en parallèle avec Michelson et Morley, ça serait de dire la radioactivité n'existe pas, ou le compteur Geiger n'existe pas, ou la radioactivité n'existe pas parce que le compteur ne détecte rien. Non, la radioactivité existe et dans cette pièce, le compteur Geiger ne détecte rien. Pareil, Michelson et Morley, l'éther existe, le système de l'expérience Michelson-Morley a détecté par l'éther qu'il n'y avait pas de mouvement sous nos pieds. Donc on est dans quelque chose de stationnaire. Je vous mets aussi dans le descriptif ma vidéo sur Einstein, donc tous les intérêts qu'il avait justement à dire de manière complètement arbitraire que l'éther n'existe pas et que il a remplacé ça par le vide pour valider ses théories à lui qu'il avait lui-même copiées ailleurs. Donc quand on comprend l'intérêt des gens qu'ils ont à faire les choses, ça devient plus clair. Donc, l'expérience de Michelson et Morley seule ne prouve rien, parce qu'effectivement, la machine, entre guillemets, pouvait ne pas marcher. Mais, il faut le jumeler à l'effet Sagnac, qui prouve l'éther existant, que l'expérience de Michelson et Morley est parfaitement valide, et qu'elle n'a rien détecté. Elle n'a détecté aucun mouvement terrestre. Les particules de l'espace, qui constituent la matière et qui engendrent ce qui semble être une attraction entre les corps. L'espace est donc rempli depuis les confins de l'univers, jusqu'à l'intérieur même des atomes, par les particules de l'espace. La première conséquence de cette hypothèse est que ces particules s'agitent en tous sens pour former une sorte de fluide. Elles constituent le milieu de l'espace. La seconde conséquence est qu'elles propagent des ondes comme tous les fluides.
L'écoulement d'un fluide parfait vers un puits n'est pas stable. Il se met en rotation. On peut même déterminer par le principe de Hamilton la forme du tourbillon qui se forme inévitablement. C'est ce qui est évident dans l'eau et dans l'air, mais qui s'applique aussi au milieu de l'espace. Malheureusement, ces tourbillons à fluide parfait ont une vitesse tangentielle proportionnelle à l'inverse de la distance au centre du puits. Ce résultat est tiré de l'équation de Lagrange, l'équation de l'énergie. Mais alors, il y a une solution. Si les particules du milieu de l'espace sont animées non seulement d'un mouvement brownien linéaire, mais aussi d'un moment cinétique angulaire, alors le principe d'équipartition de l'énergie double exactement le terme de l'énergie dans l'équation de Lagrange, dont la solution est alors exactement une vitesse tangentielle proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de la distance au centre du puits. Il y a un autre exemple. En 1987, la lumière d'une gigantesque supernova dans la galaxie, dans le nuage de Magellan, a heurté la Terre et en simultané, des neutrinos ont été détectés dans un détecteur de neutrinos gigantesque au Japon. Donc nous avions la lumière d'une supernova très proche de la Voie lactée, touchant la Terre au même moment que des neutrinos, à des dizaines de milliers de distance de la Terre. À une distance donc de dizaines de milliers d'années-lumière de la Terre. Pourquoi devrions-nous prendre en compte cette petite différence entre l'Italie et Genève de 20 mètres, on va dire, alors que deux sources lumineuses séparées par des dizaines de milliers d'années-lumière ont heurté la Terre au même moment? Enfin, bon. Donc, quoi qu'il en soit, ça a amené les physiciens à penser qu'ils avaient dû faire une erreur systématique quelque part. Et le chaînon faible repose sur le système GPS, qui lui-même est un système relatif. Et donc, ils utilisent la relativité pour définir la relativité. Et on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui tourne en rond là, hein, mais pas rond. Le milieu de l'espace a une pression, comme tous les fluides. Cette pression s'exerce sur les noyaux des atomes et en maintient la cohésion. Une particule, en mouvement dans ce fluide, est soumise à une très nette pression. Sa durée de vie est donc allongée si elle est instable. Un atome qui se déplace très rapidement dans le milieu de l'espace est aplati. Il a donc une longueur d'onde modifiée en plus de l'effet Doppler. Les électrons ne peuvent pas tourner autour des noyaux des atomes sans que leur traînée dans le milieu de l'espace ne les fasse tomber sur le noyau. En réalité, les électrons effectuent des sauts quantifiés au-dessus du noyau des atomes. Après l'éjection d'un électron, le noyau ne peut éjecter un autre électron qu'avec une énergie différente, sa masse ayant changé. C'est ce qui explique le principe d'exclusion de Pauli. Les particules de l'espace se condensent dans les noyaux des atomes. Les noyaux des atomes grossissent donc avec le temps. Observés à des distances galactiques, ils doivent donc nous apparaître avec un spectre décalé. Il n'y a pas besoin de supposer que les galaxies s'éloignent de nous pour expliquer l'effet Hubble. Il n'y a pas de Big Bang. De plus, il y a régulièrement des éruptions magmatiques qui abaissent la pression interne de la Terre. C'est ce qui explique les volcans, les tremblements de terre et les grands massifs montagneux qui ont surgi du fond des anciennes mers. Ainsi, les roches cristallines sont constituées de molécules. Elles-mêmes, composées d'atomes, viennent ensuite les particules. C'est le principe constitutif de Romani.